Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'entrée des artistes. Nous sommes le jeudi, je ne sais plus quelle date, mais c'est pas important. Le plus important, c'est tout ce beau petit monde qu'il y a autour de la table. On va commencer par notre invité du jour, Adrien Birivicente. Bonjour. Bonjour. Qui vient pour nous parler de son spectacle Hepta, le grand voyage du petit homme, qui se joue en ce moment au Théâtre de l'Essaillon. Et autour de nous, nous avons nos chroniqueurs de choc. Zach Naranjo, bonjour. Bonjour. Marina Gauthier, bonjour. Bonjour. Roxane Fomberto, bonjour. Bonjour. Tu as manqué à beaucoup de monde la semaine prochaine, je tiens à le dire. Non, je sais. Voilà. La semaine prochaine La semaine déjà dernière. dans le futur. Bah oui. Tu nous manqueras. Là, tu as manqué à Tu beaucoup. n'y seras pas. Ah bon? Eh oui. Ça commence bien. D'ailleurs, Tu seras viré, tu nous manqueras beaucoup. Voilà. on est le jeudi 23, Nadir, Voilà, pour te pardon. remettre dans une Merci. temporalité. Merci. C'est vrai que je n'ai pas le cerveau des dates, excuse-moi. Donc tu as manqué à beaucoup de monde la semaine dernière, pardon. Voilà. Et elle nous a manqué aussi la semaine dernière parce qu'elle était... C'est terrible. Est-ce que je peux dire Mais oui, ce qui mais s'est bien passé? sûr, mais Donc, en c'est fait, un enfer. Voilà, Alexiane devait être là la semaine dernière, mais elle n'est pas venue parce qu'à cause de la pluie, J'avais une infiltration il y a eu- d'eau. Eh oui. il y a eu un dégât Non, mais d'eau c'est chez pas elle. facile avec C'est ça. horrible, mais ça me fait C'est un enfer. Sachez quand même que mon propriétaire à qui j'ai dit ça m'a dit, vous savez, c'est un logement catégorie F. Je dis, mais alors du coup, vous pouvez pas me le louer? Il me dit, oh, vous savez, dans Paris, oh, c'est toujours F, c'est comme ça, que ce soit ailleurs ou ici. Voilà. Il y a très bien, écoutez, vraiment, il y a un laxisme. Tu vois, genre, vous vivez dans un taudis comme tout le monde, je veux dire. Arrêtez de vous plaindre. Enfin, tu Voilà. vois. C'est sur Paris, extraordinaire. je sais pas. Paris est fou. Voilà. Donc elle a passé t'aurais toute pu sa être rangé, matinée hein. mardi autour d'une serpillière, avec des serpillières autour. Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Mais on est content de la Mais me retrouver quand revoilà. même. Voilà. Sèche. Alors, entrons directement dans le vif du sujet avec une petite chronique. Roxane, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre série, enfin une mini-série qui fait le buzz en ce moment, Baby Rinder, avec... J'essaye de oui, faire l'accent, Baby Rhino. tu sais, un peu... du Americans. nord Non, pas du tout. Ah, pardon. Non, les là, R c'est comme l'accent ça, c'est allemand ou plutôt... russe. Non, c'est Le le nord Connecticut, du non Royaume-Uni. Attendez, Ah, oh mince. British one. Ouais, Ah bon, au Royaume-Uni, Rider. Rinder. Bah, si t'es en Écosse ou dans l'Irlande et tout c'est ça, ils écossais, roulent les d'accord. R. Bon, bref. Ah, non, je sais pas, je jamais suis pas mis une les pieds en spécialiste non Écosse. plus de l'accent. Bon, bref. En Ah, français, c'est Mon chercheuse. petit Rennes. Ça va beaucoup plus vite. Et oui. Donc, c'est une série anglaise de 7 épisodes d'une trentaine de minutes qui est créée par Richard Gad, qui joue son propre rôle et c'est important. Je vous pitch rapidement. La série suit la relation tordue entre Donny, un garçon d'une trentaine d'années qui tente de faire sa place dans le milieu du stand-up et qui, en attendant, est barman. On connaît tellement tous cette situation. Et c'est l'histoire aussi de son harceleuse Martha, convaincue d'être en couple avec ce dernier. Au fil de la série, Donny nous raconte comment Martha a eu un impact sur lui, sa vie, et comment elle a amené à faire face à un traumatisme profond et sombre enfoui depuis quelque temps. Tout commence très simplement, Donny au travail dans son pub, dans son pub lorsque entre une femme de corpulence plutôt assez forte, pas très bien apprêtée, le regard triste et qui se pose au bar. Elle ne peut pas payer et Donny lui offre gentiment une tasse de thé. Et tout part de là, une simple tasse de thé. Donny va se retrouver dans le cercle vicieux du harcèlement de cette femme touchante et démon à la fois. Mais là où nous, peut-être, serions allés assez rapidement voir la police pour dénoncer Martha, Donny, lui, met 6 mois. Et lorsque le policier lui demande pourquoi, Donny remonte alors tout le fil de l'histoire et de cette relation avec son harceleuse. Cette Martha obsessionnelle qui le regarde comme personne ne l'avait jamais regardé auparavant et qui va bouleverser sa vie, ce qu'il est, mais qui va aussi bizarrement, étrangement et je dirais même de façon très glauque, lui permettre d'être lui-même et de revivre. Alors, s'il ne la dénonce pas tout de suite, c'est peut-être pour essayer de guérir, peut-être pour essayer de comprendre, mais aussi peut-être parce qu'elle l'aime plus que lui n'est capable de s'aimer. Alors, il y a évidemment des scènes extrêmement dur à vivre. On parle de harcèlement, mais aussi de violences sexuelles, de drogue. Mais la série réussit cette prouesse, je trouve, de nous mettre complètement à la place du héros. On est très proche de lui, on ressent fortement ce qu'il est en train de vivre. D'ailleurs, dans une interview, Richard Gad expliquait le processus d'écriture de la série. « Je n'ai jamais voulu mentir, a-t-il expliqué. J'ai toujours dû constamment me demander est-ce que cela me semble véridique et fidèle à mon expérience tout au long. Si ce n'est pas le cas, je devrais le revoir, mais c'était une corde raide. C'était un tiraillement constant entre ce qui fonctionne pour une émission de télévision et le fait de ne pas vendre votre propre histoire, et cela s'est poursuivi depuis l'écriture jusqu'au tournage et tout au long du processus de montage pour trouver le bon équilibre. Car vous l'aurez compris, et comme je vous l'ai dit plus haut, Donny est Richard Gad et c'est sa propre histoire. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. La série, quant à elle, est servie par un jeu magistral, notamment celui de la harceleuse Martha. T'as vu, j'essaie de faire un accent. Interprétée par Jessica
alors Gunning, je ne sais pas trop comment le prononcer à l'anglaise, et face à Martha, notre sentiment aussi entre tendresse et horreur. Mais je dois dire que j'ai été extrêmement troublée par la fin, et je ne vais pas spoiler, mais je n'ai absolument pas compris la réaction de Donnie face à ce qui est son véritable traumatisme, et peut-être Zach, qui l'a vu, pourra nous faire part de son petit ressenti, sans divulgacher, évidemment, pour nos auditeurs. Mais la question que je me suis posée, et que peut-être l'auteur s'est posée intentionnellement ou pas, c'est que j'ai eu la sensation qu'au-delà de l'histoire personnelle de Richard Gad, du harcèlement ou des violences sexuelles qu'elle a subies, cette série pose cette question. Jusqu'où est-on prêt à aller pour atteindre ses rêves ? Notamment dans le cas de Richard Gad, ses rêves de comédie et d'acting. Et la réponse que j'ai vue à l'écran m'a plutôt laissé amère. On pourra en discuter, Zach. Quoi qu'il en soit, comme je le disais, la série est basée sur la vraie vie de l'auteur. Avant d'en faire une série, il en avait d'ailleurs fait un spectacle. Le souci, c'est que l'histoire colle énormément à la réalité. Alors, vous me direz, mais ça, c'est pas un souci. Eh bien, à l'heure des réseaux sociaux, si. Parce que voici la polémique arrivée à petits pas. La série a tellement bien marché, 3 millions de vues les 3 premiers jours et jusqu'à 22 millions après sa 3e semaine de diffusion. Elle fait un carton mondial. Mais le problème, c'est que la série est un véritable phénomène et certains fans tout aussi obsessionnels que Martha se sont mis en tête de rechercher la vraie Martha. Et même si Richard Gad a pris soin de modifier les noms, il n'a pas changé ni la profession ni les lieux de l'histoire. Et même s'il a demandé aux gens de l'internet de ne pas rechercher cette dame, voici donc qu'ils l'ont retrouvée. Et qu'elle vient en direct à la télévision, parler de son ressenti sur la série, sachant que si vous regardez la série, vous comprenez très vite que si c'est une harceleuse, c'est bien parce qu'elle ne va pas très bien dans sa tête. Donc la chercher, l'inviter, la mener à parler, est-ce vraiment nécessaire ? Et alors que les producteurs et diffuseurs adorent les histoires basées sur les faits réels, tout comme les spectateurs, à l'heure d'Instagram, ils sont en train de se demander si cela était vraiment une bonne idée. Quand on aura compris que les réseaux sociaux sont capables du pire comme du meilleur et qu'il faut s'en méfier comme de la LSD, l'humanité sera peut-être sauvée. Bravo, très belle chronique, vraiment. Et j'ai bien aimé encore toujours divulgacher, parce que c'est vrai, à des ici on apprend des nouveaux mots. Divulgacher, c'est entre divulguer et gâcher. C'est un mélange des deux. C'est un verbe québécois. Oui, bah, c'est ça, oui. Avec et on aime le Québec. Ben oui, on aime le vive, Québec. Vive le Québec. On va en pas, parler on s'en plus fiche, tard. mais libre, vive le Québec. Après, je trouve qu'on fait un boucan sur cette Martha à l'issue de cette série, mais je pense qu'on parle pas assez du mec, en fait, le producteur, qui a abusé clairement de lui avec de la drogue. Enfin, clairement, le véritable méchant dans l'histoire. Alors tu spoil de ouf là. C'est vrai? Oui, mais ouais. Bah, tout le monde l'a vu. C'est un peu quand même. Adrien, bon, on l'a pas vu. C'est quand même quand tu lis les articles, on essaye de pas en parler. Le protagoniste principal a subi des violences sexuelles. Ne disons pas donc comment. Oui, d'accord. Voilà. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est pour ça que, si tu veux, j'étais là. Mais pourquoi on cherche mais parce que c'est une femme, déjà. Ouais. Et ensuite, parce que c'est quand même un des personnages principaux de la série. Contrairement à l'autre. Et parce que le personnage est ultra mis en avant et la psychologie du personnage est extrêmement intéressante. Tu parles bien de Martha, là. De Martha, oui. Oui, parce qu'en fait, Richard Gad, au fond, il raconte son histoire, mais c'est vraiment le personnage de Martha qui est mis en valeur et de cette espèce d'obsession qu'elle fait sur lui, en fait. C'est surtout ça, je trouve, qui est mis en valeur dans la série. Et voilà, moi, la fin m'a laissé extrêmement perplexe. Personnellement, je ne sais pas ce que tu en as pensé, Zach, ou Marina, d'ailleurs, vu que tu as vu la série aussi. Pardon, j'ai pas vu la fin. Oui, d'accord. J'ai été obligé de faire une pause à l'épisode 4. Oui, je comprends. Parce que je pouvais plus, en fait. C'est très glauque. C'est très c'est lourd. C'est vraiment une histoire d'emprise. Et le parcours psychologique du personnage principal est vraiment très, très deep. Mais à un point où... Même si les épisodes font 30 minutes au bout d'un moment, enfin pour moi en tout cas c'était trop, donc j'y reviendrai peut-être, mais c'est trop fort, c'est trop intense. Voilà. Donc on est vraiment dans une intensité psychologique très forte. Ce qui est très fort, c'est que tu te mets à la place du personnage principal et donc ça te fait des boules au ventre, quoi. Vraiment, tu le vis. Mais c'est hyper intéressant, sur le fait que d'abord c'est un homme qui est harcelé. Bon, il y a des petits passages à la police où le mec lui dit c'est une femme, on s'en fout un petit peu, non? Ça serait l'inverse. Bon, voilà, c'est une petite note comme ça, mis comme ça. Mais c'est surtout, effectivement, là où c'est assez universel, vu que c'est un homme, c'est qu'on se dit, une fois que tu rentres dans le jeu de l'emprise,
c'est très compliqué de s'en sortir. Mais voilà, sur les deux cas, parce qu'il y a un deuxième cas, comme disait Marina, et c'est très compliqué. Et moi, c'est ça qui m'a fait poser cette question, de savoir jusqu'où on va quand on est comédien, quand on nous promet quelque chose, jusqu'où on est capable d'aller pour accéder à ce rêve. Et du coup, moi, à la fin, ça m'a rendu un peu le personnage principal de Richard Gad qui joue Donnie, ça me l'a rendu un peu antipathique. Je sais pas toi, Marina, mais... Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et puis, comme disait Zach, je rebondis là-dessus, c'est vrai qu'il faut s'accrocher pour continuer la série, parce qu'il y a vraiment des épisodes où... Ouais, c'est très lourd. Il faut être bien psychologiquement pour la regarder, la série. Donc c'est pour ça qu'on en entend beaucoup parler en ce moment. D'accord. Oui, puisqu'en plus elle existe vraiment. Elle a été invitée en Amérique dans elle le a talk été show. invitée. En fait. Après, il y a quand même des gros guillemets de savoir est-ce que c'est vraiment elle, parce qu'on ne sait pas si c'est, tu vois, une nana qui se prétend en tout cas être elle, mais bon, il se trouve qu'elle lui ressemble et qu'elle est avocate et que voilà. Alors, pour rebondir sur le sujet de ta chronique, vu que j'ai la chance d'avoir autour de moi beaucoup de monde du milieu du spectacle, soit comédien, comédienne, auteur et tout, est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, de vous retrouver face à un spectateur ou à un fan, on va dire, un peu trop présent ou... avec lequel ou laquelle, puisque ça peut très bien être une femme, donc comme dans la série, ça pouvait être assez compliqué. Non, toi, Alexiane, on l'a vécu ensemble. On le racontera après, mais là, je parle plus à Adrien, à Roxane, à Marina ou à Zach, par exemple. Est-ce que vous avez déjà vécu, peut-être pas aussi intense que dans la série? Moi, j'ai un jeune homme qui venait me voir sur une pièce dans laquelle je jouais. Il venait me voir tous les soirs, à chaque représentation. Et un jour, il est venu me parler et je lui ai dit, bon, écoute, là, il faut que tu arrêtes parce que là, tu m'attends tous les soirs. Ça commence à devenir flippant. Et je l'ai gentiment remis à sa place parce qu'il commençait vraiment il m'attendait jusqu'à ce que je sorte et me suivait. Et un autre soir, il est venu à une de mes dernières représentations et il m'a attendu avec un couteau. Non. Et il avait une baie vitrée pour qu'on puisse sortir de l'établissement là où je jouais. Et il était devant la baie vitrée avec le couteau et il faisait signe que je vais t'égorger. Et il me disait des insultes que je ne pouvais pas entendre par la baie vitrée. Et du coup, j'ai dû appeler les flics. Ils sont venus me chercher avec une patrouille. Ils sont enfuis en courant et on a fait une cavale pour essayer de le retrouver. Wow. Et ensuite, j'ai porté plainte et il avait l'interdiction de s'approcher de moi à plus de je sais pas combien de kilomètres. Ouais. Mais vous l'avez retrouvé ou pas Oui, on l'a retrouvé. Le soir même. Non, pas le soir même. Ah, ils ont. Ouais. D'accord. Non, ils ont du coup, il a arrêté et tout. Ouais, et ils lui ont interdit de s'approcher à plus de, je ne sais, X mètres. Ouais. Donc, comme quoi, des fous, il y en a de. Ouais. Oui. D'ailleurs, c'est ce qui s'était passé avec John Lennon. C'était un fan de lui à la sortie d'un spectacle, d'un concert qu'il a attendu et qu'il a assassiné. Toi, Zach pas d'histoire avec des fans hystériques, parce que déjà, faut avoir des fans. Mais tu as du talent. Mais on est là, nous. Du talent, tu en as. J'ai une histoire d'emprise avec un metteur en scène, pour le coup, et un directeur de salle. Je ne peux pas dévoiler le comment du pourquoi, mais oui. Après, ce milieu pullule, en fait, de gens qui essaient d'exercer sur nous, en fait, qui essaient d'avoir la main mise. Sous prétexte d'art. C'est toujours la même chose, bien sûr. L'art a très très bon dos. Oui, l'art a bon dos dans certains cas. Adrien, est-ce que toi, quelque chose comme ça parce que Adrien a quand même une belle carrière, on va en parler plus après la coupure musicale, mais Adrien a une très belle carrière derrière lui, d'auteur, compositeur, interprète, donc il a été dans beaucoup de gros spectacles, on en citera quelques-uns tout à l'heure, mais est-ce que un cas comme ça, un fan ou une fan un peu trop présente ou oppressante? Moi, pas trop de fans, non. Moi, j'ai des gens qui viennent voir tous mes spectacles, qui me suivent, donc mais c'est toujours avec beaucoup de douceur. Donc toi, tu n'as pas vécu ce Non, moi, j'ai vu des copains et des copines qui juste tu disais mais pourquoi cette personne est là? On est en tournée dans une ville qu'on ne connaît même pas, et la personne a réussi à trouver la ville. La ville, elle est là avec un bouquet de fleurs, donc c'est toujours très mignon. Mais alors moi, je me disais, je préfère
qu'on m'attende pas. Ah oui. Roxane, toi? Alors moi, j'ai pas subi d'emprise ou de choses comme ça, mais bon, c'est un peu mignon et un peu glauque en même temps. Mais sur le grand chaperon rouge, on a une fan qui vient à toutes les représentations à la même place, qui est une femme qui, je pense que voilà, ça va pas très bien dans sa tête. Voilà, elle est toute seule et puis c'est plutôt catégorie sociale très pauvre. Enfin bref. Bon, mais du coup, ça la rend heureuse de venir et ça fait 5 ans qu'elle vient et en fait c'est assez mignon et même on l'invite à la dernière à boire un coup avec nous. Elle s'appelle Martha. Non, elle s'appelle pas Martha, mais voilà, c'est le même genre un peu moins obsessionnel, mais voilà, mais c'est plutôt assez mignon en soi. Mais effectivement, la mignonnerie, mais d'ailleurs c'est très bien montré dans Mon Petit Renne, c'est qu'au début c'est mignon. Et oui, bien sûr. Et en fait, au bout d'un moment, c'est quand les gens n'ont pas la limite que là ça devient un peu moins mignon. Oui. Heureusement. Alexiane. Oui, nous on a vécu une petite chose un peu particulière parce que moi, j'ai mon seul en scène et puis il y a toujours des gens formidables. Enfin, je suis très heureuse de rencontrer mon public et puis un jour un jeune homme avec un bouquet de roses que je ne reconnais pas, qui aurait été en fait un public d'un comédie club que j'avais fait et donc qui vient et je sens qu'il y a quelque chose qui est il est un peu oppressant, il est très présent. Je dis merci pour le bouquet et puis il me dit genre oui, je l'ai quand même payé 15 €. Oula, ça démarre un petit peu fort là. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe là. Bon, bref, très bien. Il vient boire des verres avec nous. Bon, on apprend qu'il a un syndrome Asperger. On dit oui, autiste Asperger assez fort. Et donc on est là, on boit un verre au bar et puis il prend 2 litres de bière, il prend les frites. Dans les assiettes de Nadir, le pauvre, voilà, je sens que c'est un jeune homme qui est un peu seul, donc, sans nous demander notre aise, mais bon, on se dit, très bien, il est avec nous, le pauvre, enfin moi je le prends en sympathie en me disant, c'est un garçon qui est venu voir le spectacle, il a l'air formidable, et puis je sens quand même qu'il y a quelque chose, et tout d'un coup il me dit, est-ce que je peux te parler? Je dis, oui, bien sûr, et là, mais j'ai vécu un moment un peu particulier parce qu'on aurait dit qu'il allait un peu imploser. Et vraiment, il me regarde, il fait « Mais tu comprends pas que je t'aime et que je suis amoureux de toi !» Comme ça, mais vraiment un truc genre... Mais dans la violence. Dans la violence. Dans la nervosité. Et j'ai été complètement décontenancé parce que c'est un jeune homme, tu sens que voilà, il a... Il y a plein de choses qui se jouent, quoi. Et donc du coup je dis écoute, oui, merci d'être là, mais et donc ça a été un peu difficile à gérer sur le moment parce que évidemment que j'avais de l'empathie pour ce garçon qui avait l'air adorable et en même temps tu sens qu'il y a quelque chose que je peux pas gérer, quoi. Et puis surtout il me dit alors la blague que tu as faite au Comedy Club, ce n'était qu'une blague. Il s'avère qu'après j'ai demandé à une amie est-ce que j'ai fait une blague particulière. Non, je crois que j'ai juste à un moment donné pris un focus sur lui et qu'il l'a pris pour une attention particulière, mais comme quoi on peut pas tout il y a toujours cette frontière entre fiction et réalité et puis le Comedy Club est un lieu un peu particulier d'intimité avec le public qui a créé une intimité que j'aurais pas pensé, un peu débordante. Mais comment t'as désamorcé le truc? Donc je l'ai gentiment pas congédié, mais je lui ai dit écoute, je te remercie, mais voilà je dis n'importe quoi, j'ai dit je suis avec quelqu'un, il me dit merci de me le dire, et puis tout d'un coup il est commencé. Puis il est parti, mais c'était étrangement difficile, c'était étrange, c'était un peu étrange, quoi. C'était difficile à gérer sur le moment parce que oui, tu sens que c'est des solitudes et qu'il était très heureux de venir au spectacle. Voilà. Et donc Nadir était là. Et depuis, en fait, comme à chaque fin de spectacle d'Alexiane, au moins une fois sur 2, il nous arrive un truc chelou. je suis de moins en moins là à la fin du spectacle. C'est vrai. Parce qu'entre j'étais public. Les alcoolisés qui n'étaient pas venus voir le spectacle, ce jeune homme, en soi, oui, il n'était pas méchant, mais en fait, quand on va, on prend toujours des petits trucs à grignoter qu'on partage ensemble. Donc il y avait moi, Alexiane et Marlène, sa metteuse en scène. Oui. Et en fait, le mec a tout bouffé et a vu tout seul. C'est-à-dire que nous, on regardait comme ça. Nadir, tu connais pas la personne. Nadir donc... ne retient pas la violence faite en verbale. Peu importe que cet homme a l'air dans la détresse psychologique, il m'a pris mes frites. En fait, mais c'est vrai que quand tu connais pas quelqu'un, tout est possible. C'est-à-dire que tous les possibles sont ouverts. Donc tu marches pas à pas dans l'inconnu et tu dis est-ce que c'est qui est cet homme? Enfin, tu vois, c'est-à-dire que tu étais sur un fil, quoi. Donc c'est pour ça qu'on peut pas réagir.
dans un cas comme celui-là. Oui, on n'a pas su tout de suite qu'il avait ce syndrome. Enfin, je l'ai su après en commençant à lui parler. Donc au départ, tu te dis quel est ce garçon très étrange. Bref, mais voilà, pour moi, c'était juste quelqu'un qui était ultra culotté. Mais sans je gêne. pense, je pense sincèrement qu'il a voulu rentabiliser son bouquet de fleurs à 15 €. C'est possible qu'il s'est mais il a plus rentabilisé ça. Je vais pas rentrer avec elle. Parce que elle a même dû, et je le dis ouvertement parce qu'elle va pas le dire, c'est qu'en fait, le mec est parti en laissant de quoi payer les bières à Alexiane, sauf pas suffisamment. En fait, il avait pas laissé assez, donc c'est Alexiane qui a vraiment payé la soirée. Voilà. En fait, il a payé 15 € de bouquet, mais la bouffe et l'alcool, c'était pour nous. Voilà. Il fait un petit tour. Voilà. Donc oui. Ça se trouve en fait le mec n'a pas du tout Asperger. Il a monté tout ça pour se faire inviter. Pour se faire inviter, il a trouvé les fleurs, hop, il les a mis dans un fleuriste. Tu comprends pas que je t'aime. Je suis sûr c'est une blague. En plus, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Dommage qu'elle soit pas là parce qu'elle était avec nous à cette représentation-là. Il y avait Adeline. C'était le jour où Adeline est venue voir ton spectacle. Donc elle n'était pas venue au bar, mais comment le mec était avant et pendant le spectacle, elle en a été témoin autant que moi. Donc c'est sur cette note un peu. Alors on a commencé l'émission sur quelque chose d'une manière un petit peu bizarre. Ouais, voilà. C'est pas moi qui ai écrit la série. Hein. Ah non, mais je parle pas de la série. La série est très bien et franchement, la manière dont tu en as parlé, tu te donnes envie de la découvrir, même si voilà, c'est très dur psychologiquement, ça donne envie de découvrir vraiment ce petit Rennes. Non, franchement, moi, ça m'a donné une ambiance. Ça m'a donné envie. J'en suis désolée. Voilà. Puis ça fait partie de notre métier, la fascination, le public. Voilà. On peut pas parler de choses ultra positives, ultra joyeuses et tout. Mais rassurez-vous, là, on va marquer une courte pause musicale, mais cette courte pause musicale va être un petit peu particulière des autres parce que ça va être, on va écouter l'une des chansons du spectacle d'Adrien, parce que en fait voilà, il y a 5 ou 6 chansons je crois sur le spectacle, que je me trompe pas. À peu près, oui. À peu près, voilà. Et j'aurais dit 7, mais peut-être que c'est... Ah oui, c'est ça. On va dire 7. Voilà. On va dire 7 chansons. Et vous allez découvrir en exclusivité, voilà, pendant cette petite pause musicale, l'une des chansons du spectacle donc d'Adrien, Hepta, le grand voyage du petit homme. Et on revient tout de suite après pour entrer justement dans le vif du sujet avec notre invité. À tout de suite. À tout de suite. Après cette magnifique pause musicale, nous sommes de retour avec nos chroniqueurs de choc et surtout avec notre invité Adrien Birri-Vicente, qui, je dis bien le nom en fait, je me trompe pas. Vicente, pardon. Pardon. Désolé, mais à coup pas. Tout va bien. Je vais habitué. Qui vient donc nous parler de son spectacle Hepta, le grand voyage du petit homme. Donc c'est très beau. Donc c'est un seul en scène, tu es tout seul. Tu chantes, tu as composé les musiques, tu as écrit le texte, tu joues. En fait, à part la mise en scène et les lumières, tu as tout fait presque sur ce spectacle. On peut le dire, les lumières sont, tout le monde le connaît, c'est de Denis Koranski, et le metteur en scène, c'est Nicolas Guilleminot. Voilà, et Nicolas Guilleminot, voilà. Et dis-nous, en fait, tu seras le plus à même de nous raconter un petit peu, pitch-nous un petit peu de ton spectacle. Alors, quel est ce grand voyage du petit homme? Moi, je suis très mauvais en pitchage. Je ne sais pas comment on dit en pitching. Alors, pour les mots, il faut demander à Roxane. En pitch, tout simplement. En pitch. Justement, ça, dans mon spectacle, j'invente un peu des mots aussi. On est sur quelque chose de très poétique. Le principe, le pitch de base, c'est un monde sans lumière, sans amour. Il n'y a plus rien sur Terre, il n'y a plus de soleil, parce qu'il y a eu une grande guerre, la guerre de la lanterne, où le soleil, la lune et les étoiles se sont toutes barrées. Voilà. Là, on est sur un personnage qui va pas très bien au début du spectacle, dans quelque chose d'assez sombre, parce qu'il essaye de vivre dans ce monde compliqué. Et il y a un tremblement de ciel, et il y a la dernière étoile qui était accrochée à la voûte céleste qui va tomber. Elle est dans le ciel parce qu'elle a fait une petite pause, parce qu'elle est asthmatique. Elle va descendre et annoncer la prophétie au petit homme, lui expliquer qu'il doit parcourir 7 mondes pour retrouver le soleil. Voilà, et on va donc suivre le petit homme qui va rencontrer un personnage très haut en couleur, plein de plumes, qui est un petit peu non genré, on va dire. Il est vraiment dans quelque chose de très... lui, il est la couleur incarnée, voilà, sur ce monde sans lumière. Et ils vont suivre avec cette étoile qui s'appelle Astraea et ce personnage à plumes qui s'appelle Arcance. Ils vont suivre les 7 mondes qui vont faire que le petit homme va être mis... magnifique cette liaison. va être confronté, ou en tout cas mis devant ses émotions, ses peurs,
son ego, sa mort, etc. Voilà. Donc tout ça peut paraître un peu pompeux comme ça, mais en fait c'est fait de façon extrêmement poétique. Il y a les lumières et les musiques font qu'il y a des respirations. C'est à la fois du sombre et du lumineux. En fait, on est sur l'oxymore de base. Voilà. Donc ce personnage va parcourir ces 7 mondes et retrouver le soleil, c'est pas un grand spoil, à l'intérieur de lui-même, évidemment. Voilà. C'est joli, c'est très joli. C'est très très beau. Moi, j'ai eu la chance d'assister à la première représentation devant une salle pleine à craquer et il y avait tous les âges. Dans cette salle, il y avait des petits de 5 ans et des personnes de plus de 70-80 ans. Et ce que j'ai trouvé très beau, ce qui peut être compliqué quand on est seul sur scène, c'est que les enfants, à mon avis, ne doivent pas comprendre l'intégralité de l'histoire qui se passe devant leurs yeux, mais rient énormément face à certains personnages, notamment le personnage d'Arcance qui est très volubile, très 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 cartoonesque, on peut dire. À chacune de ces interventions, les enfants rigolent. Et les enfants, comme vous savez, ont des rires très communicatifs. C'était très communicatif. C'était très communicatif, mais malgré ça, et encore chapeau pour cette performance. Après, voilà, on connaît un peu la carrière d'Adrien, mais ça n'a pas empêché qu'on est subjugué du début à la fin. Donc voilà, il y a quasiment pas de décor, il y a juste une lanterne suspendue à plusieurs endroits de temps en temps, et ce sont vraiment des jeux de lumière qui nous font passer d'un personnage à un autre, d'un monde à un autre, par Adrien également. Les musiques que tu as composées sont tout simplement sublimes. Voilà, les lumières qu'a fait Denis Koranski, pour ceux qui connaissent un peu le milieu du spectacle, fait d'excellents éclairages pour beaucoup de grands spectacles à Paris comme en tournée. Et ça dure 1h10 à peu près, 1h15, quelque chose comme ça. On va dire 1h12. Voilà. J'étais dans la moyenne. J'étais pile dans le bon truc. Et vraiment, on ne voit pas le temps passer. Et même les plus âgés, les vieux, même plus vieux que moi, on a d'autres messages qui nous viennent, qui nous traversent le cerveau. Parce que il y a d'autres messages qui sont dans ce spectacle. Voilà, et quand Adrien nous dit il retrouve le soleil en lui-même, c'est-à-dire en fait, il est à la recherche du soleil, mais on est un peu sur de la recherche de soi dans ce spectacle-là. Et c'est un peu comme ça que j'interprète les adultes quand ils voient ce spectacle. Est-ce que tu as déjà justement eu, à la sortie de tes spectacles, des adultes, on va dire des plus vieux, qui ont eu un ressenti à peu près du même acabit, du même style? Oui, bien sûr. En fait, on est un petit peu sur... alors la comparaison, c'est en toute humilité, bien sûr, hein, mais moi, mon livre de chevet, c'est Le Petit Prince. Donc on est réellement C'est vrai qu'il y a quelques trucs du Petit Prince qui peuvent revenir à l'esprit. C'est un livre de chevet pour beaucoup. Voilà. Oui. Comme c'est universel, en fait, il y a plusieurs grilles de lecture. Les petits, alors là, en l'occurrence, les tout petits n'ont pas une grille de lecture très grande, à partir de 8 ans. C'est pour ça que je considère que le spectacle est plutôt à partir de 8 ou 10 ans, pour que les enfants puissent avoir une compréhension de l'histoire. Voilà. Après, même les plus petits vont s'évader quoi qu'il arrive. Maintenant, la grille de lecture, moi quand j'ai lu Le Petit Prince quand j'étais gamin, je trouvais ça mignon, je trouvais ça beau. Enfin, voilà. Maintenant, je le relis régulièrement, à peu près tous les 5 ans. Et à chaque fois, il y a de nouvelles choses qui arrivent. Ça ne parle que de ça, en fait, de comment on se construit, comment on est... voilà, c'est un parcours initiatique, ce petit personnage. Donc moi, souvent, j'explique que mon petit homme qui est dans mon spectacle, ça pourrait être le cousin du Petit Prince. Voilà. Et il se retrouve effectivement dans des mondes. Lui, il a des mondes, et à un moment donné, il se retrouve sur une toute petite planète. Donc là, voilà, c'est le petit moment où on est un petit peu complètement dans le Petit Prince, où le décor se pixelise, où d'un seul coup, le monde se floute. Donc c'est à la fois cartoonesque, c'est très poétique, et c'est donc dans l'illustration du Petit Prince, on connaît tous les illustrations. Moi, ce que je propose dans mon spectacle, c'est que les illustrations ne se fassent que dans la tête du spectateur. Voilà, moi, je ne propose rien d'autre. Je donne des mots. C'est très dense dans la façon dont c'est écrit, mais voilà, je donne des mots qui sont écrits d'une certaine façon. C'est déjà musical, la façon dont c'est écrit. Donc parfois, on peut se perdre. On peut perdre le fil pendant quelques secondes,
Et en fait, c'est pas grave, c'est comme un voyage sensoriel. Voilà. Et donc, je considère que ce spectacle, il touche à d'autres endroits, même quand on s'évade un petit peu. Je vois des gens qui ferment les yeux, des gens qui se... Et en fait, ça me va très bien parce qu'en fait, ils sont dans la réception de ce qui se passe et dans les lumières. Je fais juste une mini aparté par rapport aux lumières. C'est Denis Koranski qui avait créé les lumières, mais il est en collaboration avec Mathilde Monnier, qui a fait un super travail au théâtre. Pardon ? Non, ça doit être un homonyme. Pardon, excuse-moi. Elle fait de la lumière, parce qu'il y en a une autre qui ne fait pas pareil. Voilà. Voilà, donc Mathilde, elle a créé l'adaptation au théâtre de l'Essaillon, ce qui n'est pas facile, parce que c'est quand même un petit théâtre, et c'est une cave. Et en fait, les lumières participent profondément à l'histoire, parce qu'en fait, on peut voir sur les pierres, on voit les ombres. Donc en fait, tout ce que je raconte dans les histoires d'ombres, il y a un méchant qui s'appelle Ouroboros. Du coup, c'est facile pour moi d'arriver vers un projecteur et puis de faire des grands gestes de monstre, etc. Donc ça, moi, je le vois pas à 100%, mais le spectateur le voit. Et il paraît que c'est vachement bien. Je sais pas, il paraît, c'est même sûr. J'ai une rêve qui me vient. Bon, mais vas-y. Tu parlais du Petit Prince, pardon, c'est une rêve très populaire que je vais sortir, mais ça me fait penser aux Trois Frères avec Didier Bourdon quand il raconte le Petit Prince à son fils, et qu'il pleure et qu'il n'arrive même pas à aller jusqu'au bout de cette histoire entre le renard et le Petit Prince. Bon voilà, effectivement, quand tu parlais du fait que le Petit Prince a une lecture différente selon les âges, oui, je pense que c'est comme le spectacle, voilà, qu'on soit petit ou grand, on n'a pas la même lecture, mais ça je pense que c'est dans beaucoup de films et dans beaucoup de pièces. Les contes initiatiques ont toujours une portée de toute façon intemporelle et intergénérationnelle, quoi. Enfin, moi, je suis très, très sensible à ce genre d'histoire qui raconte une quête, surtout pour se retrouver soi-même. Je suis très, très curieux de voir ton spectacle. Tu le joues jusqu'à quand, pardon ? Oui, vas-y, je joue jusqu'au 16 juin. D'accord. Voilà. Et tu joues tous les jours ? Non, c'est pas tous les jours, c'est les week-ends. Donc les samedis et les dimanches à 16h et les mercredis soit à 14h20, soit à 16h. Les horaires sont bizarres. Non, c'est les horaires jeune public en fait. Voilà, donc c'est considéré comme un jeune public. Donc faut vraiment se dire que c'est un spectacle très familial. Oui, voilà, là, en ce moment, j'ai beaucoup de personnes plus âgées justement qui viennent, et c'est aussi très intéressant de voir la petite fille de 8 ans qui est complètement subjuguée, et puis son arrière-grand-mère qui est à côté et qui vraiment découvre des choses. Et on sent, moi, ce qu'on me dit à la fin, c'est que ça fait du bien de retrouver l'enfant qu'on a en nous. En fait, on autorise dans ce spectacle l'imaginaire, on autorise d'être un peu fou, on autorise d'avoir peur, d'être joyeux, d'avoir l'étincelle dans les yeux. Et en fait, je le vois dans les yeux des gens, il y a quelque chose moi, forcément, j'y vais à 100%, j'ai le cœur grand ouvert et je sens que ça s'ouvre même un tout petit peu chez certaines personnes. Et donc, du coup, pour moi, c'est un plaisir merveilleux de voir les yeux s'ouvrir. C'est génial. Et c'est juste peut-être parce que les gens se réveillent. Voilà. Non, c'est très rare. Vu le spectacle, pour l'avoir vu, je crois pas avoir entendu des gens faire. Ah non, à mon avis, vu les rires des enfants ce jour-là, c'était pas possible. Mais moi, ce que j'ai trouvé très beau, voilà, dans ce spectacle, et tu en as parlé, c'est que vraiment le public, sans aucune exception, enfin, je veux dire peut-être un peu plus les adultes que les enfants, fait travailler son imaginaire. Parce qu'il n'y a, à part cette fameuse lanterne, il n'y a aucun décor. Le costume reste le même, il ne bouge pas. Il n'y a vraiment que des jeux de lumière et l'interprétation d'Adrien qui fait qu'on passe d'un monde à un autre, d'un personnage à un autre. Et on est vraiment captivé du début à la fin du spectacle. On ne sait pas, on est un petit peu... On se dit, mais ça démarre d'une manière, on dit qu'est-ce qui va se passer après. En fait, on est vraiment captivé, on voyage, on est avec toute cette petite bande qui voyage de monde à monde pour arriver jusqu'à cette découverte du soleil. Et justement, j'allais te poser cette question. Donc voilà, tu l'as dit, ton livre de chevet, c'est Le Petit Prince. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, puisque tu en es l'auteur en plus, d'écrire ce grand voyage du petit homme? Alors, pour être très honnête, j'avais aucune intention de l'écrire. Et en fait, il y a des choses qui sont un peu magiques dans la vie. J'ai rencontré l'ancienne programmatrice d'une salle à Sarcelles, qui m'avait vu faire des spectacles, des choses comme ça, et elle m'aimait beaucoup, elle aimait bien ce que je faisais musicalement. Elle m'a dit, un jour, tu viendras faire un concert à Sarcelles. Bon, très bien. Puis un jour, elle me dit, bon, est-ce que le 20 mars prochain, on était en août, je crois, 20 mars prochain, est-ce que tu peux venir faire un spectacle à Sarcelles? Je dis, j'ai pas de spectacle. Elle me dit, c'est pas la question, veux-tu faire un spectacle? Je dis, oui.
Elle m'a dit, tu fais ce que tu veux. Un concert, un spectacle, ce que tu veux. Et donc, je me suis posé la question, je me suis dit, bon, alors est-ce que je fais un concert ? Moi, les concerts, j'en ai fait quelques-uns, et en fait, j'ai tellement mon âme de comédien qui a envie de ressortir que du coup, un concert, parfois, je m'ennuie pas, mais disons qu'il y a un truc qui me manque un petit peu quelque chose. Voilà. Oui. Et donc, je me suis dit, viens, allez, tentons. Mais tentons quoi ? J'en sais rien. Et là, tout de suite, au moment où je me dis tentons, j'entends une chanson à la radio qui était une chanson de Starmania, c'est Monopolis, et la phrase qui vient, qui dit « Quand on ne saura plus où trouver le soleil ». Donc je me dis « Ah bon, si ça me dit ça, moi j'aime bien les signes, évidemment, donc je me dis « Ok, très bien ». Après moi je suis dans un truc un petit peu chelou, ésotérique, je sais pas comment on peut dire, donc je me suis fait une petite méditation pour demander ce que je devais écrire. Et donc, du coup, j'entends 7, 7, 7 dans cette méditation. Donc, je me dis, bon, peut-être un truc sur Blanche-Neige et les 7 nains, j'en sais rien. J'avais déjà joué les 7 nains, je me dis, pourquoi pas ? Parce que j'ai fait les 7 nains tout seul quand même. Wow. C'était un spectacle on va parler de la bio d'Adrien après, vous allez voir les performances. Incroyable. Et donc, du coup, j'ai ce 7 qui me vient, et donc, du coup, je réfléchis, et je commence à me dire, il y a un truc avec l'alchimie. Alors, c'est un mot qui peut faire vraiment peur, mais en fait, l'alchimie... humaine, c'est un truc très... De base, on sait très bien que c'est transformer un métal en or, et après, il y a l'alchimie qui est humaine, c'est enlever toutes les couches qu'on a sur nous pour réussir à être le plus proche de soi. Voilà. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas partir sur un spectacle qui pourrait parler de ça, en sachant que j'aimais Le Petit Prince. Et donc, j'ai commencé à écrire sans trop savoir ce que j'allais écrire, et il y a un truc assez magique qui s'est fait, c'est qu'à un moment donné, j'ai vu le spectacle s'écrire, sans moi. Voilà, ça s'est fait tout seul, en fait. Ça s'est écrit en 6 semaines. J'avais écrit plein de chansons avant qui rentraient dans le spectacle comme si c'était vraiment quelque chose d'extrêmement magique. Tu veux dire que tu n'as rien fait? Alors, ce sont des fantômes et des esprits qui... Alors je ne sais pas, je peux pas dire un truc comme ça, mais en tout cas voilà, j'ai été mu par quelque chose, voilà. En tout cas mu par ce qui m'habite moi à la base, concrètement. Si vous venez voir le spectacle, vous allez voir que mon écriture est particulière. C'est pas quelque chose qu'on entend régulièrement. C'est un peu, je sais pas comment dire. C'est à la fois rigolo, poétique. Voilà, c'est qu'on est sur une plume qui est un peu particulière. Donc c'est par mon prisme, bien sûr, mais en tout cas, voilà, ça s'est écrit comme ça. Et c'était évidemment pendant la pandémie que ça s'est fait, ce truc-là. J'ai eu la chance de pouvoir quand même le monter, le capter, et j'ai été donc programmé l'année d'après. Donc j'ai joué une seule fois à Sarcelles en 2021, je crois. Ouais, il me semble, possible, voilà, un truc comme ça. Ça a réouvert devant une 50aine de personnes. Et ensuite, le spectacle a été un petit peu mis comme ça dans un tiroir. Et un jour, je suis allé à l'Essaillon et j'ai dit à la directrice, coucou, j'ai ça. Elle me dit, j'ai 21 dates pour toi si tu veux. Donc, c'est génial. Ouais. C'est génial. Ouais. Presque 2 ans après, au final. Presque 2 ans après. Ouais. Ah oui. Quand c'est le moment, c'est le moment. Exactement. Et quand vous connaissez, pour ceux qui connaissent le théâtre de l'Essaillon, il n'est pas dans la grande salle, il est dans la toute petite salle en arche. Ah oui, je vois. Pierre qui est sur au cabaret. Cabaret, ouais. Ah d'accord, ok, je croyais que tu étais dans la grande salle. Non, dans la toute petite salle. Encore mieux pour ton univers. Ah bah oui, c'est très intimiste et ça rend encore plus beau ce que l'on découvre. Donc je vous parlais de la carrière d'Adrien, parce que là, sur scène, il est tout seul, mais on l'a vu dans plein de choses au théâtre, notamment dans le spectacle musical Cabaret, au Théâtre Marigny, où il jouait en alternance le personnage d'MC. Alors, j'ai endossé le costume, voilà, une seule fois. Ah, une fois, voilà. D'accord. Ah oui, d'accord. Mais c'était quand même l'un des plus beaux moments de ma vie. Ah bah là, quelque chose comme ça. Après, je faisais vraiment, j'étais dans l'ensemble, et trompettiste et ensemble, et doublure d'MC, effectivement. Ah oui, donc oui. En fait, c'est celui qui fait tout, quoi. Voilà, en fait, Adrien, c'est un homme orchestre. Et vous allez voir pourquoi. Oui. Après, il y a eu La vie parisienne d'Offenbach. Donc, encore une fois, donc fameux Blanche-Neige et moi, où tu jouais tous les 7 nains tout seul. Quand même, en une phrase, tu fais les 7 nains, c'est drôle. Voilà. Waouh. Tu fais les 7 nains, ouais. Alors ça, j'aurais bien aimé le voir, mais je l'ai raté. C'était Les fiancés de loge de Feydeau, qui avait adapté en musical Hervé de Volder, qui est quelqu'un que j'admire énormément par son travail, et qui avait fait un gros carton au Théâtre du Palais Royal. Je crois qu'il y a même eu un Molière pour ce spectacle-là. On a eu un Molière et on est parti après au Théâtre de la Michaudière. Ouais, donc, c'est un très très beau spectacle. Et moi, la première fois que je t'ai vu sur scène, c'était au Théâtre du Petit Montparnasse. C'était dans la grande petite Mireille, avec Hervé, une fois. Et Marie-Charlotte Leclerc. Voilà, c'est la première fois que j'avais vu Adrien sur scène. Et là, pareil. Plein de personnages, encore une fois, autour de ces deux autres artistes. Et la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Avignon,
en 2021 sur Badine, dans l'adaptation dont ne badine pas avec l'amour, qui avait fait Salomé Villiers. Et mais ça a été un immense carton. Est-ce que c'est pas toi aussi qui avait composé les... Parce que, en fait, tu joues un prêtre, je crois. Je joue un prêtre, je joue Blasius, ouais. Voilà, il jouait le prêtre, il avait toujours une guitare sur lui, il faisait prêtre loupard pendant ce spectacle-là. Il avait une grosse veste en cuir avec des pins, des choses comme ça, c'était rigolo. Et le spectacle était magnifique d'ailleurs, c'est dommage que ça soit pas venu à Paris, parce que je pense ça que reviendra. Il est très beau, parce que ça le mérite vraiment, parce qu'il y avait une belle distribution. Il y avait, puisqu'on parlait d'Hervé, il y avait Milena Marinelli sur scène, qui est en ce moment avec Hervé dans la crème de Normandie. Il y avait Bernard Malaca, Delphine Depardieu. Ouais. Donc il y avait vraiment. Benjamin Egner. Voilà, il y avait une excellente distribution sur ce spectacle-là. Et c'est une vision dont ne badine pas avec l'amour qui était sublime. Moi, je l'avais trouvé vraiment sublime. Et en plus, c'était pendant le Covid. C'était le fameux Avignon sous Covid. Donc avec un spectacle qui était d'une beauté comme celle-ci, ça donnait vraiment envie ça nous changeait vraiment les idées. Donc en fait, là, vous avez devant vous quelqu'un qui a toujours été entouré d'énormément de monde sur scène, tout seul, avec un spectacle qui, je le dis pas parce que là, tu es en face de nous, mais je le pense vraiment, qui est absolument sublime. C'est beau, c'est poétique, c'est touchant. Et ça plaît vraiment à tous les âges, on va dire de 10 à... je ne vais pas dire jusqu'à 100 ans, remarque s'il y a des centenaires. Pourquoi pas de 10 à 110. S'il y a des centenaires qui viennent voir le spectacle, ils sont tout autant les bienvenus, hein, bien sûr. Mais c'est vraiment très beau parce que, voilà, au-delà de ta performance, ça laisse vraiment l'imaginaire travailler. Et ça, c'est quelque chose dont on a beaucoup besoin. C'est vrai que les spectacles, où on a tout face à soi, tout nous tombe tout cuit dans le bec, c'est un petit peu saoulant. Et là, vraiment, ça nous fait travailler l'imaginaire et c'est vraiment très, très beau. On va remettre une seconde pause musicale et on va découvrir encore un autre extrait de ton spectacle. Là, c'est une des plus belles chansons que j'ai trouvées, moi, de ce spectacle, qui s'appelle Petit Homme. Tout à fait. Voilà, c'est un très, très beau morceau. On vous laisse écouter ce morceau et on se retrouve dans quelques instants pour nos 2 dernières chroniques de l'émission avec notre invité. À tout de suite. J'espère que vous avez apprécié ce très beau moment musical. Si vous voulez découvrir plus de chansons, courez au Théâtre de l'Essaillon, découvrir Hepta, le grand voyage du petit homme d'Adria Berry Vicente, qui est notre invité, qui est notre invité du jour. L'italien d'ici les Moulineaux. Oui, voilà, ça va. Un peu de respect, s'il vous plaît, un peu de respect. On va rester dans la musique, parce que Zach nous a fait une chronique, mais c'est une chronique qui est également un bel hommage. Donc Zach, là, on te laisse le micro, là, vraiment le micro est à toi. Très bien. Pardon. Ça me touche un peu, donc il est possible que ma voix tremblote. Oh. J'ai 18 ans et je traîne à la FNAC. Puisque ma condition d'ado désœuvré me le permet, je flirte tranquillou bilou avec ma petite solitude et je passe des heures entières à réunir des piles de CD avant d'aller en écouter 30 secondes de chaque morceau aux bornes de libre écoute. Je ne le sais pas encore, mais j'attends la fulgurance, j'attends la rencontre. Celle qui va bouleverser beaucoup de choses, à commencer par me faire devenir de gauche, instantanément. À cette époque-là, personne ne me comprend et de toute façon, je vais fuguer pour de lointaines contrées, mes fêlures en bandoulière et puis de toute façon, qu'est-ce que vous allez faire ? C'est une chanson et un album qui vont me sortir de l'ingratitude existentielle. Cette chanson, c'est Les Étoiles Filantes et cet album, c'est La Grand-Messe des Cowboys Fringants. C'est en 1994, à Repentigny, en banlieue du Québec, que Carl Tremblay rencontre Jeff Posey et qu'il décide de monter un groupe, un peu comme on décide de prendre une assiette de frites avant la prochaine tournée. À l'occasion d'un concours de chansons country lancé par la brasserie Ripaille, il compose 2 premières chansons et puisqu'il faut bien se présenter au public, il se donne le nom de Cowboys. Des cowboys, ouais, mais des cowboys fun, des cowboys marrants, des cowboys fringants. Très vite, ils sont rejoints par Marie-Annick Lépine, violoniste de génie, qui deviendra plus tard la femme de Carl et la mère de leurs enfants. À partir de ce moment, les étoiles s'alignent, s'accumulent les concerts dans les brasseries, dans les festoches trash où ça sent la bouse de vache. Ils jouent, ils voyagent, ils rient, ils chantent, ils vivent, ils vibrent. Petit à petit, les concerts et les albums se succèdent et leur énergie communicative commence à retentir en Europe, jusqu'à cette petite FNAC où, en 2004, je les découvre. Les Cowboys ont toujours eu à cœur de raconter des histoires. Pas forcément la leur d'ailleurs, les histoires de gens dont ils ont croisé le chemin, celles de leurs amis, celles de leur pays aussi. Ils prennent très vite à bras-le-corps un militantisme festif axé sur l'indépendance du Québec et l'écologie. En 2008 notamment, où pour compenser les émissions de CO2 émises par les camions de tournée et les voitures de leur public, ils financent l'implantation de plus de 35 000 arbres. Faut-il que des convictions soient portées par une voix si singulière ?
Mêlée de douceur, de puissance, de sagesse et de malice, la voix de Karl résonne en moi de façon irrationnelle. Et je me dis que c'est fou qu'il y ait des pays qui séparent les gens et des idées qui voyagent quand même. Les cowboys, je les ai amenés partout avec moi, de Nice à Paris, des chambres de bonne où je désespérais de devenir quelqu'un, aux grands horizons où je me foutais de n'être personne. Ils m'ont appris à aimer les gens et leurs histoires, ils m'ont appris à apprivoiser la mélancolie pour en extraire son nectar, l'humour débridé des doudingues et des joyeux paumés. Et je n'oublierai jamais le jour où j'ai rencontré Karl, ce grand frère que je n'ai jamais rencontré. J'en parle au passé, et pourtant le passé, c'est comme si c'était hier. Karl est parti le 15 novembre dernier, et leur dernier album posthume vient de sortir, et il s'appelle Pub Royal. Dans cet album, Karl s'offre le luxe ultime pour un artiste, celui de pouvoir dire au revoir à son public. Dans le morceau La fin du show, il confie qu'il n'a plus besoin qu'on l'éclaire, il s'en va par la porte d'en arrière et sur la pointe des pieds, il se jette dans l'univers. Dans le tout dernier morceau de l'album et de leur carrière, c'est sur un air entraînant qu'il remercie tout le monde, même les cafétérias où le monde les écoutait pas, même le métier qui rentrait alors que les salles se vidaient. Alors moi aussi, je voudrais le remercier aujourd'hui, cet homme incroyable aux yeux rieurs. Merci pour les étoiles filantes et les booms au cœur. Merci pour avoir mis de la lumière dans les décombres. Merci d'avoir dessiné des rires dans les ombres. Merci pour cette parenthèse dans ce quotidien qui nous pèse. Merci pour cette bizarre épopée assise sur des amitiés qui résisteront à la vie et j'espère à la mort aussi. Merci les cowboys. Merci Karl Tremblay. Oh, c'est très joli. Ça donne envie d'écouter les albums complètement. Ouais, c'est un très très bel hommage, vraiment bravo. Et merci Zach, parce que c'est vrai que c'est un groupe qui n'est pas ultra connu en France. C'est connu de nom, mais j'étais en train de me dire, je connais de nom, mais c'est quoi comme style musical? C'est plutôt rock? C'est du rock, c'est de la country, c'est de la folk. Voilà, et c'est à la fois très touchant, très drôle. Je vous encourage à regarder sur YouTube des extraits de leur concert. Il y a une énergie mais incroyable. C'est américain ou français? Non, ils sont québécois. Ah, ils sont québécois. Oui, c'est bien ça, les cowboys fringants. Ah, mais fais la traduction. Là, j'avoue, j'ai un petit peu de mal à me remettre de la chronique de Zach parce que là, c'est vraiment très touchant. Tu as écrit, c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas le style, ça donne vraiment envie de le découvrir. Je ne sais pas si tu connaissais un peu ce groupe, toi, Adrien. De nom, comme à peu près tout le monde, on connaissait de nom, mais oui. Et le dernier album, tu as dit, s'appelle Pub Royal. Pub Royal, c'est ça. Donc, tu veux nous le faire avec l'accent québécois, Alexiane? Pub Royal. Voilà. En fait, voilà, Alexiane, les 5 dernières minutes de l'émission, Alexiane va vous parler en québécois. Je vais vous parler comme ça tout le long. Là, ah, tu le fais super bien. Hey, ça, c'est un accent que je maîtrise à peu près. Ah ouais? À peu près. Même les Canadiens m'avaient dit c'est pas pire. Genre, c'est pas trop mal. Non, moi, généralement, ils vrillent en accent belge. Oui, c'est vrai. Alors, vas-y, essaye pour voir. Allez, à toi, Roxane. Les cowboys fringants. Ah oui, en effet, c'est Marina, avec l'accent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas mal. Je comprends pas. C'est pas possible de parler comme ça pendant toute une durée d'émission. C'était vraiment insupportable. Là. Est-ce qu'on ne devrait pas finir cette émission avec cet accent absolument stupide? Adrien, tu veux peut-être essayer aussi d'ailleurs. Non, moi j'ai un accent franc-comtois et suisse. Donc oui, c'est incroyable. C'est déjà pas mal. Oui, en effet. Je regardais que le cœur a ses raisons. Est-ce que vous ah oui, c'était la parodie de Gloire et Beauté version canadienne. Et j'étais absolument fan. Et je pense qu'à force d'avoir regardé ça et les têtes à claques. Série dans laquelle joue Anne Dorval, qui est une des égéries de Xavier Dolan quand même. J'adore cette actrice. Adore Anne Dorval. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres guests d'ailleurs dans cette série qui aura saison, d'autres artistes québécois très connus? Le casting québécois déjà en soi, mais des guests même internationaux. Il n'y avait pas Isabelle Boulet qui était passée aussi dans ce. C'est possible. Je ne sais pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais foncez sur YouTube, Le cœur a ses raisons. Vous ne le regretterez pas. Il faut le faire avec l'accent québécois, Le cœur a ses raisons. Le cœur a ses raisons. Le cœur a ses raisons. Là, c'est la fille d'un Québécois et d'une Belge. C'est pas mal ça. Donc c'est cette petite note d'accent et de bel hommage aussi à la musique que nous terminons cette émission. Merci encore Adrien d'être venu passer cette matinée avec nous. Merci. Donc je vais rappeler les dates. Donc EPTA, le grand voyage du petit homme au théâtre de l'Essaillon, donc les samedis et dimanches
à 16h et les mercredis à 14h30 ou 16h selon le jour. 14h20, pardon, ouais. 14h30, c'est déjà trop tard, il a déjà démarré. À 14h20 ou 16h jusqu'au 16 juin. C'est bien ça. Donc vraiment, courez voir ce spectacle. C'est drôle, c'est beau. Vous allez voir cet excellent artiste interpréter plein de personnages, nous faire découvrir aussi sa belle voix. Bon, pour ceux qui l'ont pas vu sur scène avant, vous la connaissez déjà, mais là, dans quelque chose, et dans un cadre beaucoup plus intimiste et avec beaucoup de réflexion que l'on se fait à la fin. Sur ce, c'est notre dernière émission de la semaine. Merci à mes adorables chroniqueurs, Zach, Marina, Roxane et Alexandre. Elles sont restées sur leur accent. C'est insupportable. C'est la fin d'émission, c'est la fin de semaine. On ne peut plus les tenir. Et on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités. N'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur les replays des émissions. Vous pouvez les retrouver. Vous pouvez retrouver le podcast directement sur le site de Speed Radio. Comme ça, vous pouvez continuer à rire, vous amuser et vous émerveiller avec les chansons que vous allez découvrir pendant cette émission. Bonne journée à tous et un bon week-end également. Attention. Une fois.